Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La comédie humaine, volume 07, Scènes de la vie de province, tome 03. Par Honoré de Balzac. La vieille fille, partie 1. Monsieur Eugène Auguste Georges Louis Midi de la Grainnerie-sur-Ville, ingénieur au corps royal des ponts et chaussées. Comme un témoignage de l'affection de son beau-frère. De Balzac. Beaucoup de personnes ont dû rencontrer dans certaines provinces de France, plus ou moins de chevaliers de Valois. Il en existait un en Normandie, il s'en trouvait un autre à Bourges, un troisième florissait en 1816 dans la ville d'Alençon. Peut-être le Midi possédait-il le sien. Mais le dénombrement de cette tribu valésienne est ici sans importance. Tous ces chevaliers, parmi lesquels il en est sans doute qui sont Valois comme Louis Xiv était Bourbon, se connaissaient si peu entre eux, qu'il ne fallait point leur parler des uns aux autres. Tous laissaient d'ailleurs les Bourbons en parfaite tranquillité sur le trône de France, car il est un peu trop avéré que Henri-Yves devint roi, faute d'un héritier mâle dans la première branche d'Orléans, dite de Valois. S'il existe des Valois, ils proviennent de Charles de Valois, duc d'Angoulême, fils de Charlix et de Marie Touchet, de qui la postérité mâle s'est également éteinte, jusqu'à preuve contraire. Aussi, ne fut-ce jamais sérieusement que l'on prétendit donner cette illustre origine au mari de la fameuse Lamotte Valois, impliquée dans l'affaire du collier. Chacun de ces chevaliers, si les renseignements sont exacts, fut comme celui d'Alençon, un vieux gentilhomme, long, sec et sans fortune. Celui de Bourges avait émigré, celui de Touraine s'était caché, celui d'Alençon avait guerroyé dans la Vendée, et quelque peu chouanné. La majeure partie de la jeunesse de ce dernier s'était passée à Paris, où la Révolution le surprit à 30 ans au milieu de ses conquêtes. Accepté par la haute aristocratie de la province pour un vrai Valois, le chevalier de Valois d'Alençon avait, comme ses homonymes, d'excellentes manières et paraissait homme de haute compagnie. Quant à ses mœurs publiques, il avait l'habitude de ne jamais dîner chez lui. Il jouait tous les soirs, et s'était fait prendre pour un homme très spirituel. Son principal défaut consistait à raconter une foule d'anecdotes sur le règne de Louis XV, et sur les commencements de la Révolution, et les personnes qui les entendaient la première fois, les trouvaient assez bien narrés. S'il avait la vertu de ne pas répéter ses bons mots personnels, et de ne jamais parler de ses amours, ses grâces et ses sourires commettaient de délicieuses indiscrétions. Ce bonhomme usait du privilège qu'ont les vieux gentilshommes voltairiens de ne point aller à la messe, mais chacun avait une excessive indulgence pour son irréligion, en faveur de son dévouement à la cause royale. Son principal vice était de prendre du tabac dans une vieille boîte d'or ornée du portrait d'une princesse Goritza, charmante hongroise, célèbre par sa beauté sous la fin du règne de Louis XV, à laquelle le jeune chevalier avait été longtemps attaché, dont il ne parlait jamais sans émotion, et pour laquelle il s'était battu. Ce chevalier, alors âgé d'environ 58 ans, n'en avouait que 50, et pouvait se permettre cette innocente tromperie, car parmi les avantages dévolus aux gens secs et blonds, il conservait cette taille encore juvénile, qui sauve aux hommes aussi bien qu'aux femmes, les apparences de la vieillesse. Oui, sachez-le, toute la vie, ou toute l'élégance qui est l'expression de la vie, réside dans la taille. Mais comme il s'agit des vertus du chevalier, il faut dire qu'il était doué d'un nez prodigieux. Ce nez partageait vigoureusement sa figure pâle en deux sections, qui semblaient ne pas se connaître, et dont une seule rougissait pendant le travail de la digestion. Ce fait est digne de remarque, par un temps où la physiologie s'occupe tant du cœur humain. Cette incandescence se plaçait à gauche. Quoique les jambes hautes et fines, le corps grêle et le teint blafard du chevalier n'annonçassent pas une forte santé. Néanmoins il mangeait comme un ogre, et prétendait avoir une maladie désignée en province sous le nom de foie chaud, sans doute pour faire excuser son excessif appétit. La circonstance de sa rougeur appuyait ses prétentions, mais dans un pays où les repas se développent sur des lignes de 30 ou 40 plats et durent 4 heures,
L'estomac du chevalier semblait être un bienfait, accordé par la Providence à cette bonne ville. Selon quelques médecins, cette chaleur placée à gauche dénote un cœur prodigue. La vie galante du chevalier confirmait ces assertions scientifiques, dont la responsabilité ne pèse pas, fort heureusement, sur l'historien. Malgré ces symptômes, M. de Valois avait une organisation nerveuse, conséquemment vivace. Si son foie ardait, pour employer une vieille expression, son cœur ne brûlait pas moins. Si son visage offrait quelques rides, si ses cheveux étaient argentés, un observateur instruit y aurait vu les stigmates de la passion et les sillons du plaisir, car aux tempes la patte d'oie caractéristique, et au front, les marches du palais montraient des rides élégantes, bien prisées à la cour de Cythère. En lui tout révélait les mœurs de l'homme à femme, ladies man. Le coquet chevalier était si minutieux dans ses ablutions, que ses joues faisaient plaisir à voir, elles semblaient brossées avec une eau merveilleuse. La partie du crâne que ses cheveux se refusaient à couvrir, brillait comme de l'ivoire. Ses sourcils comme ses cheveux, jouaient la jeunesse par la régularité que leur imprimait le peigne. Sa peau déjà si blanche, semblait encore extra blanchie par quelques secrets. Sans porter d'odeur, le chevalier exhalait comme un parfum de jeunesse qui rafraîchissait son air. Ses mains de gentilhomme, soignées comme celles d'une petite maîtresse, attiraient le regard sur des ongles roses et bien coupés. Enfin, sans son nez magistral et superlatif, il eût été poupin. Il faut se résoudre à gâter ce portrait, par l'aveu d'une petitesse. Le chevalier mettait du coton dans ses oreilles, et y gardait encore 2 petites boucles représentant des têtes de nègres en diamant, admirablement faites d'ailleurs, mais il y tenait assez pour justifier ce singulier appendice en disant que depuis le percement de ses oreilles ses migraines l'avaient quitté. Nous ne donnons pas le chevalier pour un homme accompli, mais ne faut-il point pardonner aux vieux célibataires, dont le cœur envoie tant de sang à la figure, d'adorables ridicules, fondés peut-être sur de sublimes secrets. D'ailleurs, le chevalier de Valois rachetait ses têtes de nègres par tant d'autres grâces, que la société devait se trouver suffisamment indemnisée. Il prenait vraiment beaucoup de peine pour cacher ses années, et pour plaire à ses connaissances. Il faut signaler en première ligne, le soin extrême qu'il apportait à son linge, la seule distinction que puissent avoir aujourd'hui dans le costume les gens comme il faut. Celui du chevalier était toujours d'une finesse et d'une blancheur aristocratique. Quant à son habit, quoiqu'il fût d'une propreté remarquable, il était toujours usé, mais sans tache ni pli. La conservation du vêtement tenait du prodige pour ceux qui remarquaient la fashionable indifférence du chevalier sur ce point. Il n'allait pas jusqu'à les râper avec du verre, recherche inventée par le prince de Galles, mais M. de Valois mettait à suivre les rudiments de la haute élégance anglaise, une fatuité personnelle qui ne pouvait guère être appréciée par les gens d'Alençon. Le monde ne doit-il pas des égards à ceux qui font tant de frais pour lui? N'y a-t-il pas en ceci l'accomplissement du plus difficile précepte de l'Évangile, qui ordonne de rendre le bien pour le mal? Cette fraîcheur de toilette, ce soin seyait bien aux yeux bleus, aux dents d'ivoire et à la blonde personne du chevalier. Seulement, cet Adonis en retraite n'avait rien de mal dans son air, et semblait employer le fard de la toilette pour cacher les ruines occasionnées par le service militaire de la galanterie. Pour tout dire, la voix produisait comme une antithèse dans la blonde délicatesse du chevalier. À moins de se ranger à l'opinion de quelques observateurs du cœur humain, et de penser que le chevalier avait la voix de son nez, son organe vous eût surpris par des sons amples et redondants. Sans posséder le volume des colossales basses-tailles, le timbre de cette voix plaisait par un médium étoffé, semblable aux accents du corps anglais, résistant et doux, fort et velouté. Le chevalier avait franchement répudié le costume ridicule que conservèrent quelques hommes monarchiques, et s'était franchement modernisé. Il se montrait toujours vêtu d'un habit marron à boutons dorés, d'une culotte à demi juste en peau de soie et à boucles d'or, d'un gilet blanc sans broderie, d'une cravate serrée sans col de chemise, dernier vestige de l'ancienne toilette française,
auquel il avait d'autant moins su renoncer, qu'il pouvait ainsi montrer son coup d'abbé commendataire. Ses souliers se recommandaient par des boucles d'or carrées, desquelles la génération actuelle n'a point souvenir, et qui s'appliquaient sur un cuir noir verni. Le chevalier laissait voir 2 chaînes de montre, qui pendaient parallèlement de chacun de ses goussets, autre vestige des modes du XVIIIe siècle, que les incroyables n'avaient pas dédaigné sous le Directoire. Ce costume de transition qui unissait 2 siècles l'un à l'autre, le chevalier le portait avec cette grâce de marquis, dont le secret s'est perdu sur la scène française, le jour où disparut Fleury, le dernier élève de Molé. Sa vie privée était en apparence ouverte à tous les regards, mais en réalité mystérieuse. Il occupait un logement modeste, pour ne pas dire plus, situé rue du Cours, au 2e étage d'une maison appartenant à Madame Lardot, la blanchisseuse de fin la plus occupée de la ville. Cette circonstance expliquait la recherche excessive de son linge. Le malheur voulut qu'un jour Alençon pût croire que le chevalier ne se fût pas toujours comporté en gentilhomme, et qu'il eût secrètement épousé dans ses vieux jours, une certaine Césarine, mère d'un enfant qui avait eu l'impertinence de venir sans être appelé. Il avait, dit alors un certain monsieur Dubousquier, donné sa main à celle qui lui avait pendant si longtemps prêté son fer. Cette horrible calomnie chagrina d'autant plus les vieux jours du délicat gentilhomme, que la scène actuelle le montrera perdant une espérance longtemps caressée, et à laquelle il avait fait bien des sacrifices. Madame Lardot louait à monsieur le chevalier de Valois 2 chambres au 2e étage de sa maison, pour la modique somme de 100 francs par an. Le digne gentilhomme, qui dînait en ville tous les jours, ne rentrait jamais que pour se coucher. Sa seule dépense était donc son déjeuner, invariablement composé d'une tasse de chocolat, accompagnée de beurre et de fruits selon la saison. Il ne faisait de feu que par les hivers les plus rudes, et seulement pendant le temps de son lever. Entre 11h et 4h, il se promenait, allait lire les journaux et faisait des visites. Dès son établissement à Alençon, il avait noblement avoué sa misère, en disant que sa fortune consistait en 600 livres de rente viagère, seul débris qui lui resta de son ancienne opulence, et que lui faisait passer par Cartier, son ancien homme d'affaires, chez lequel était le titre de constitution. En effet, un banquier de la ville lui comptait tous les 3 mois 150 livres envoyés par un monsieur Bordin de Paris. Chacun sut ces détails, à cause du profond secret que demanda le chevalier à la première personne qui reçut sa confidence. Monsieur de Valois récolta les fruits de son infortune. Il eut son couvert mis dans les maisons les plus distinguées d'Alençon, et fut invité à toutes les soirées. Ses talents de joueur, de conteur, d'homme aimable et de bonne compagnie furent si bien appréciés, qu'il semblait que tout fût manqué si le connaisseur de la ville faisait défaut. Les maîtres de maison, les dames avaient besoin de sa petite grimace approbative. Quand une jeune femme s'entendait dire à un bal par le vieux chevalier « Vous êtes adorablement bien mise », elle était plus heureuse de cet éloge que du désespoir de sa rivale. Monsieur de Valois était le seul qui put bien prononcer certaines phrases de l'ancien temps. Les mots « mon cœur »,« mon bijou »,« mon petit chou »,« ma reine », tous les diminutifs amoureux de l'an 1770, prenaient une grâce irrésistible dans sa bouche. Enfin, il avait le privilège des superlatifs. Ses compliments, dont il était d'ailleurs avare, lui acquéraient les bonnes grâces des vieilles femmes. Il flattait tout le monde, même les hommes administratifs, dont il n'avait pas besoin. Sa conduite au jeu était d'une distinction qui l'eût fait remarquer partout. Il ne se plaignait jamais, il louait ses adversaires quand ils perdaient, il n'entreprenait point l'éducation de ses partners, en démontrant la manière de mieux jouer les coups. Lorsque pendant la donne, il s'établissait de ses nauséabondes dissertations, le chevalier tirait sa tabatière par un geste digne de Molé, regardait la princesse Goritza, levait dignement le couvercle, massait sa prise, la vannait, la lévigeait, la façonnait en talus, puis, quand les cartes étaient données, il avait garni les antres de son nez, et replacé la princesse dans son gilet, toujours à gauche.
Un gentilhomme du bon siècle, par opposition au grand siècle, pouvait seul avoir inventé cette transaction entre un silence méprisant et l'épigramme qui n'eût pas été comprise. Il acceptait les mazettes et savait en tirer parti. Sa ravissante égalité d'humeur faisait dire de lui, par beaucoup de personnes, « J'admire le chevalier de Valois ». Sa conversation, ses manières, tout en lui semblait être blond comme sa personne. Il s'étudiait à ne choquer ni homme, ni femme. Indulgent pour les vices de conformation comme pour les défauts d'esprit, il écoutait patiemment, à l'aide de la princesse Goritza, les gens qui lui racontaient les petites misères de la vie de province. L'œuf mal cuit du déjeuner, le café dont la crème avait tourné, les détails burlesques sur la santé, les réveils en sursaut, les rêves, les visites. Le chevalier possédait un regard langoureux, une attitude classique pour feindre la compassion, qui le rendait un délicieux auditeur. Il plaçait un A, un bas, un comment avez-vous fait, avec un à-propos charmant. Il mourut sans que personne l'eût jamais soupçonné de se remémorer les chapitres les plus chauds de son roman avec la princesse Goritza, tant que duraient ces avalanches de niaiseries. A-t-on jamais songé au service qu'un sentiment éteint peut rendre à la société, combien l'amour est sociable et utile? Ceci peut expliquer pourquoi, malgré ses gains constants, le chevalier restait l'enfant gâté de la ville, car il ne quittait jamais un salon sans emporter environ 6 livres de gains. Ces pertes, que d'ailleurs il faisait sonner haut, étaient fort rares. Tous ceux qui l'ont connu avouent qu'ils n'ont jamais rencontré nulle part, même dans le musée égyptien de Turin, une si gentille momie. En aucun pays du monde, le parasitisme ne revêtit de si gracieuses formes. Jamais l'égoïsme le plus concentré ne se montra ni plus officieux, ni moins offensant que chez ce gentilhomme. Il valait une amitié dévouée. Si quelqu'un venait prier Monsieur de Valois de lui rendre un petit service qui l'eût dérangé, ce quelqu'un ne s'en allait pas de chez le bon chevalier, sans être épris de lui, sans être surtout convaincu qu'il ne pouvait rien à l'affaire ou qu'il la gâterait en s'en mêlant. Pour expliquer la problématique existence du chevalier, l'historien à qui la vérité, cette cruelle débauchée, met le poing sur la gorge, doit dire que dernièrement, après les tristes glorieuses journées de juillet, Alençon a su que la somme gagnée au jeu par Monsieur de Valois allait par trimestre à 150 écus environ, et que le spirituel chevalier avait eu le courage de s'envoyer à lui-même sa rente viagère, pour ne pas paraître sans ressources dans un pays où l'on aime le positif. Beaucoup de ses amis, il était mort, notez ce point, ont contesté mordicus cette circonstance, l'ont traité de fable en tenant le chevalier de Valois pour un respectable et digne gentilhomme que les libéraux calomniaient. Heureusement pour les fins joueurs, il se rencontre dans la galerie des gens qui les soutiennent. Honteux d'avoir à justifier un tort, ses admirateurs le nient intrépidement, ne les taxez pas d'entêtement, ces hommes ont le sentiment de leur dignité, les gouvernements leur donnent l'exemple de cette vertu qui consiste à enterrer nuitamment ses morts, sans chanter le Te Deum de ses défaites. Si le chevalier s'est permis ce trait de finesse, qui d'ailleurs lui aurait valu l'estime du chevalier de Gramont, un sourire du baron de Feneste, une poignée de main du marquis de Montcade, en était-il moins le convive aimable, l'homme spirituel, le joueur inaltérable, le ravissant conteur qui faisait les délices d'Alençon? En quoi d'ailleurs cette action, qui rentre dans les lois du libre arbitre, est-elle contraire aux mœurs élégantes d'un gentilhomme? Lorsque tant de gens sont obligés de servir des rentes viagères à autrui, quoi de plus naturel que d'en faire une, volontairement, à son meilleur ami? Mais Laïus est mort. Au bout d'une quinzaine d'années de ce train de vie, le chevalier avait amassé 10 000 et quelques cents francs. À la rentrée des Bourbons, un de ses vieux amis, Monsieur le marquis de Pombreton, ancien lieutenant dans les Mousquetaires noirs, lui avait, disait-il, rendu 1200 pistoles qu'il lui avait prêtées pour émigrer. Cet événement fit sensation, il fut opposé plus tard aux plaisanteries inventées par le Constitutionnel, sur la manière de payer ses dettes employées par quelques émigrés.
Quand quelqu'un parlait de ce noble trait du marquis de Pombreton devant le chevalier, ce pauvre homme rougissait jusqu'à droite. Chacun se réjouit alors pour Monsieur de Valois, qui allait consultant les gens d'argent, sur la manière dont il devait employer ce débris de fortune. Se confiant aux destinées de la Restauration, il plaça son argent sur le grand livre au moment où les rentes valaient 56 francs, 25 centimes. Messieurs de Lenoncourt et de Navarin, desquels il était connu, dit-il, lui firent obtenir une pension de 100 écus sur la cassette du roi, et lui envoyèrent la croix de Saint-Louis. Jamais on ne sut par quel moyen le vieux chevalier obtint ces 2 consécrations solennelles de son titre et de sa qualité, mais il est certain que le brevet de la croix de Saint-Louis l'autorisait à prendre le grade de colonel en retraite, à raison de ses services dans les armées catholiques de l'Ouest. Outre sa fiction de rente viagère, de laquelle personne ne s'inquiéta plus, le chevalier eut donc authentiquement 1000 francs de revenus. Malgré cette amélioration, il ne changea rien à sa vie ni à ses manières, seulement le ruban rouge fit merveille sur son habit marron, et compléta pour ainsi dire, la physionomie du gentilhomme. Dès 1802, le chevalier cachetait ses lettres d'un très vieux cachet d'or, assez mal gravé, mais où les Castéran, les Desgrignon, les Troisville, pouvaient voir qu'il portait parti de France à la jumelle de gueule en barre, et de gueule à 5 macles d'or aboutés en croix. L'écu entier sommé d'un chef de sable, à la croix palée d'argent. Pour timbre, le casque de chevalier. Pour devise, Valéo. Avec ses nobles armes, il devait et pouvait monter dans tous les carrosses royaux du monde. Beaucoup de gens ont envié la douce existence de ce vieux garçon, pleine de parties de Boston, de tric-trac, de reversis, de whist et de piquets bien joués, de dîners bien digérés, de prises de tabac humées avec grâce, de tranquilles promenades. Presque tout Alençon croyait cette vie exempte d'ambition et d'intérêts graves, mais aucun homme n'a une vie aussi simple que ces envieux la lui font. Vous découvrirez dans les villages les plus oubliés des mollusques humains, des rotifères en apparence morts, qui ont la passion des lépidoptères ou de la conchiliologie, et qui se donnent des mots infinis pour je ne sais quel papillon, ou pour la Concha veneris. Non seulement le chevalier avait ses coquillages, mais encore il nourrissait un ambitieux désir poursuivi avec une profondeur digne de Sixte Quint. Il voulait se marier avec une vieille fille riche, sans doute dans l'intention de s'en faire un marchepied, pour aborder les sphères élevées de la cour. Là était le secret de sa royale tenue, et de son séjour à Alençon. Un mercredi, de grand matin, vers le milieu du printemps de l'année 16, c'était sa façon de parler. Au moment où le chevalier passait sa robe de chambre en vieux damas vert à fleurs, il entendit, malgré son coton dans l'oreille, le pas léger d'une jeune fille qui montait l'escalier. Bientôt 3 coups furent discrètement frappés à sa porte. Puis, sans attendre la réponse, une belle personne se coula chez le vieux garçon. « Ah! C'est toi, Suzanne ?» dit le chevalier de Valois, sans discontinuer son opération commencée, qui consistait à repasser la lame de son rasoir sur un cuir. « Que viens-tu faire ici, cher petit bijou d'espièglerie ? Je viens vous dire une chose qui vous fera peut-être autant de plaisir que de peine. S'agit-il de Césarine ? Je m'embarrasse bien de votre Césarine, dit-elle d'un air à la fois mutin, grave et insouciant. Cette charmante Suzanne, dont la comique aventure devait exercer une si grande influence sur la destinée des principaux personnages de cette histoire, était une ouvrière de Madame Lardot. Un mot sur la topographie de la maison. Les ateliers occupaient tout le rez-de-chaussée. La petite cour servait à étendre sur des cordes en crin les mouchoirs brodés, les collerettes, les canezous, les manchettes, les chemises à jabot, les cravates, les dentelles, les robes brodées, tout le linge fin des meilleures maisons de la ville. Le chevalier prétendait savoir, par le nombre de canezous de la femme du receveur général, le menu de ses intrigues, car il se trouvait des chemises à jabot et des cravates en corrélation avec les canezous et les collerettes.
Quoique pouvant tout deviner par cette espèce de tenue en partie double des rendez-vous de la ville, le chevalier ne commit jamais une indiscrétion. Il ne dit jamais une épigramme, susceptible de lui faire fermer une maison, et il avait de l'esprit. Aussi prendrez-vous Monsieur de Valois pour un homme d'une tenue supérieure, et dont les talents, comme ceux de beaucoup d'autres, se sont perdus dans un cercle étroit. Seulement, car il était homme enfin, le chevalier se permettait certaines œillades incisives qui faisaient trembler les femmes. Néanmoins toutes les mères, après avoir reconnu combien était profonde sa discrétion, combien il avait de sympathie pour les jolies faiblesses. La première ouvrière, le factotum de Madame Lardot, vieille fille de 45 ans, laide à faire peur, demeurait porte à porte avec le chevalier. Au-dessus d'eux, il n'y avait plus que des mansardes, où se séchait le linge en hiver. Chaque appartement se composait, comme celui du chevalier, de 2 chambres éclairées, l'une sur la rue, l'autre sur la cour. Au-dessous du chevalier, demeurait un vieux paralytique, le grand-père de Madame Lardot, un ancien corsaire nommé Grévin, qui avait servi sous l'amiral Simeuse dans les Indes, et qui était sourd. Quant à Madame Lardot, qui occupait l'autre logement du premier étage, elle avait un si grand faible pour les gens de condition, qu'elle pouvait passer pour aveugle à l'endroit du chevalier. Pour elle, Monsieur de Valois était un monarque absolu qui faisait tout bien. Une de ses ouvrières aurait-elle été coupable d'un bonheur à attribuer au chevalier, elle eût dit « Il est si aimable ». Ainsi, quoique cette maison fût de verre, comme toutes les maisons de province, relativement à Monsieur de Valois, elle était discrète comme une caverne de voleurs. Confident né des petites intrigues de l'atelier, le chevalier ne passait jamais devant la porte, qui la plupart du temps restait ouverte, sans donner quelque chose à ses petites chattes, du chocolat, des bonbons, des rubans, des dentelles, une croix d'or, toutes sortes de mièvreries dont raffolent les grisettes. Aussi, le bon chevalier était-il adoré de ses petites filles. Les femmes ont un instinct qui leur fait deviner les hommes qui les aiment par cela, seulement qu'elles portent une jupe, qui sont heureux d'être près d'elles, et qui ne pensent jamais à demander sottement l'intérêt de leur galanterie. Les femmes ont sous ce rapport le flair du chien, qui dans une compagnie va droit à l'homme pour qui les bêtes sont sacrées. Le pauvre chevalier de Valois conservait de sa première vie le besoin de protection galante qui distinguait autrefois le grand seigneur. Toujours fidèle au système de la petite maison, il aimait à enrichir les femmes, les seuls êtres qui sachent bien recevoir, parce qu'ils peuvent toujours rendre. N'est-il pas extraordinaire que par un temps où les écoliers cherchent au sortir du collège, à dénicher un symbole, ou à trier des mythes, personne n'ait encore expliqué les filles du XVIIIe siècle. N'était-ce pas le tournoi du XVe siècle? En 1550, les chevaliers se battaient pour les dames. En 1750, ils montraient leur maîtresse à Longchamp. Aujourd'hui, ils font courir leurs chevaux. À toutes les époques, le gentilhomme a tâché de se créer une façon de vivre qui ne fût qu'à lui. Les souliers à la poulaine du XIVe siècle étaient les talons rouges du XVIIIe, et le luxe des maîtresses était en 1750 une ostentation semblable à celle des sentiments de la chevalerie errante. Mais le chevalier ne pouvait plus se ruiner pour une maîtresse. Au lieu de bonbons enveloppés de billets de caisse, il offrait galamment un sac de purs croquignoles. Disons-le à la gloire d'Alençon, ces croquignoles étaient acceptés plus joyeusement que la Duthé ne reçut jadis une toilette en vermeil, ou quelque équipage du comte d'Artois. Toutes ces grisettes avaient compris la majesté déchue du chevalier de Valois, et lui gardaient un profond secret sur leurs familiarités intérieures. Les questionnait-on en ville dans quelques maisons sur le chevalier de Valois, elle parlait gravement du gentilhomme, elle le vieillissait, il devenait un respectable monsieur de qui la vie était une fleur de sainteté, mais, au logis, elle lui aurait monté sur les épaules comme des perroquets. Il aimait à savoir les secrets que découvrent les blanchisseuses au sein des ménages. Elle venait donc le matin lui raconter les cancans d'Alençon, il les appelait ses gazettes en cotillon, ses feuilletons vivants,
Jamais monsieur de Sartine n'eut d'espion si intelligent, ni moins cher, et qui eussent conservé autant d'honneur, en déployant autant de friponnerie dans l'esprit. Notez que pendant son déjeuner, le chevalier s'amusait comme un bienheureux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.